Et on accueille Paul Rosenbaum, qui est interne en chirurgie digestive à Rouen. Bonjour à tous. Merci à l'Académie et au comité d'organisation de me permettre de présenter mon projet de recherche de cette année. Donc, c'est un projet qui a été porté au décours de l'année recherche de la fac de Rouen et au décours d'un master 2 de sciences chirurgicales à l'université de Paris-Saclay. Donc, j'ai travaillé à l'INSERM dans le laboratoire du professeur Marc Pocard, donc sur les vésicules extracellulaires dans un modèle d'aérosol de chimiothérapie et dans un modèle murin de carcinose péritonéale d'origine colique. Alors, petite introduction, bon, le cancer colorectal, troisième cancer le plus fréquent au monde, des métastases péritonéales d'origine colorectale qui sont assez fréquentes puisque c'est le deuxième site et une survie médiane chez ces patients qui est faible malgré des lignes de chimiothérapie. Pour répondre à ces problématiques, on peut proposer aux patients qui ne peuvent pas supporter une chirurgie de cytoréduction CHIP une alternative qui est la PIPAC ou Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy. Donc, c'est un système de délivrance d'aérosols de chimiothérapie en hyperpression dans l'abdomen. C'est comme une celluloscopie avec un pneumopéritoine qui va être thérapeutique puisqu'il sera composé de chimiothérapie. Cette particularité technique de la PIPAC fait qu'on peut distribuer de la chimiothérapie de manière locale à l'ensemble de la cavité péritonéale, qu'on va augmenter la pénétration tissulaire de la chimiothérapie par rapport au seul lavage lors de la CHIP. Et cette augmentation locale de la chimiothérapie elle va permettre d'augmenter les doses dans l'abdomen sans qu'on ait les effets systémiques de passage de drogue euh, comme on pourrait l'avoir dans une délivrance IV. À cette innovation technique va s'ajouter une innovation biologique, l'apport des vésicules extracellulaires, qui sont une nanothérapie qui possède des caractéristiques spécifiques de tropisme tumoral et de sélectivité tumorale lors de la délivrance d'un cargo cellulaire. Euh, Ces dernières vont pouvoir augmenter la distribution intratissulaire de drogue lorsqu'elles sont chargées en chimiothérapie et on peut charger ces vésicules avec différents soit traitements, soit des drogues, soit des traceurs pour faire de l'imagerie ou du diagnostic et cibler une délivrance à juste certaines cellules. Donc là, vous voyez en bas à gauche, vous avez un bioréacteur pour générer des vésicules extracellulaires. Donc, c'est des petites billes, comme vous pouvez le voir, avec des cellules souches mésenchymateuses d'origine adipocytaire qui vont tourner sur elles-mêmes dans un tourbillon. Et en fait, le stress de cisaillement va faire relarguer ces vésicules. Et donc après, nous, on filtre ce liquide et on récupère les vésicules qu'après, on peut soit charger, soit utiliser tel quel pour nos différentes expériences. Donc nous, dans notre cas, c'était un laboratoire au Saint-Père qui fabriquait ces vésicules et qui nous les apportait au laboratoire. Donc, l'objectif de ces travaux était de montrer que l'association vésicule et chimiothérapie augmentait la cytotoxicité par rapport à la chimiothérapie seule dans ces deux modèles. Donc, les expériences proposées dans ce but étaient donc une étude de l'effet toxique d'un aérosol de mitomycine et de vésicule en aérosol versus un aérosol seul de mitomycine sur des cellules tumorales CT26. Une deuxième partie consistait à étudier les caractéristiques physiques des vésicules extracellulaires avant et après PIPAC, afin de vérifier que les vésicules conservaient leurs caractéristiques physiques et biologiques. Et enfin, une dernière partie, chez la souris, on utilisait donc un modèle de carcinose avec toujours avec des cellules CT26 pour tester l'injection de mitomycine et de vésicules extracellulaires contre la seule injection de mitomycine chez ces souris. Donc, ma méthode in vitro comportait de la culture cellulaire avec des cellules CT26 sur une plaque 96 puits. On les mettait en incubation, puis le lendemain de l'incubation, on les mettait dans cette petite boîte en plastique que vous voyez à droite de l'écran, où on réalisait une pulvérisation avec les différents groupes, donc un groupe contrôle, un groupe vésicule, un groupe mitomycine, et un groupe mitomycine et vésicule avant et après PIPAC. Et on faisait un aérosol pendant 4 minutes, puis on laissait reposer l'ensemble pendant 30 minutes avant de changer le milieu et de les remettre en culture et de faire une lecture de la fluorescence tumorale à J3 par le procédé d'Alamar-Blue. Donc l'Alamar-Blue, c'est le procédé que vous voyez en haut à droite de l'écran. Donc on introduit un réactif qui est bleu, qui va réagir avec les mitochondries cellulaires et qui va être réduit en réseau furine qui est violette et qui est fluorescente lorsqu'on l'excite dans l'automate.
La deuxième partie consistait donc à la réalisation d'une PIPAC dans des conditions cliniques standards, comme on peut le faire à l'hôpital. Donc, on a pris une solution de vésicule extracellulaire qu'on a passée dans la machine de PIPAC que vous voyez détaillée ici. Donc, à gauche, vous avez la machine entière, l'écran de contrôle, la buse et le flacon dans lequel on faisait la pulvérisation. Et la veille de la pulvérisation et le jour même de la pulvérisation, on comparait les lots avant et après PIPAC. Dans cette machine que vous voyez à droite, qui est une machine qui sert à traquer les nanoparticules et à regarder surtout leur taille et leur concentration. Pour l'expérimentation in vivo, on a testé, du coup, on a induit une carcinose chez les souris avec les CT26, les cellules CT26, puis à J6 et J8 de cette induction de la carcinose, on injectait 500 microlitres de traitement, donc en fonction des différents groupes, un contrôle, une solution de vésicule seule, une solution de mitomycine seule et une solution de mitomycine et de vésicule. Ce traitement était répété à J6 et J8. À J9, on faisait une mesure de la fluorescence tumorale car les CT26 étaient transfectés à la luciférine. Donc, on pouvait mesurer la charge tumorale au sein du péritoine chez ces souris. Et à J10, on faisait une exploration de la cavité abdominale des souris et avec une mesure du PCI murin que vous pouvez observer en haut à droite de l'écran. Donc, concernant mes résultats, j'ai pu mener mes expériences en triplicate avec des résultats qui étaient similaires entre les lots. J'avais une réduction moyenne de la viabilité cellulaire de 20% entre les groupes mitomycine seul et mitomycine et vésicule extracellulaire. On avait une expérience initiale qui avait des résultats plus modérés, mais c'était avant qu'on modifie le modèle de pulvérisation. Euh, sur les résultats des tests de résistance à la PIPAC, donc vous voyez qu'on a pu avoir une pression moyenne de 11 bar, qui est ce qu'on utilise actuellement en clinique lors de la réalisation de la PIPAC. Donc vous pouvez voir en bas à gauche que la taille des vésicules avant et après la PIPAC était légèrement diminuée, mais pas assez pour que ça se fasse euh, supposer qu'il y ait une lyse des vésicules extracellulaires, voire même quand on regarde la concentration des vésicules, on voit qu'avant la PIPAC et après la PIPAC, leur concentration avait augmenté, ce qui pour nous fait plutôt penser qu'il y avait des agrégats de vésicules extracellulaires et que lors de la PIPAC, on a lysé ces agrégats et on a séparé en fait les vésicules les unes des autres. Pour mes résultats in vivo, donc sur les 40 souris qu'on avait dans l'étude, seules 36 ont été analysées, 4 ayant été exclus pour soit des PCI extrêmes, soit une absence de maladie dans la cavité péritonéale et présence d'un nodule sous-cutané de carcinose, ce qui fait suggérer que l'injection s'était pas bien déroulée. Quand on analyse les mesures du PCI murin, on voit que le groupe mitomycine et vésicule permettait d'avoir une réduction de 45% du PCI contre le groupe mitomycine seul. Les mesures étaient faites en binôme avec l'ingénieur d'études qui fait habituellement les explorations chez les souris dans le laboratoire. Et la deuxième partie concerne le résultat de la fluorescence tumorale. Sur les 40 souris, seules 30 ont été analysées car on a eu des soucis de manipulation sur un des groupes pour les vésicules seuls. Mais dans les résultats qu'on a pu quand même exploiter, on avait une réduction de la bioluminescence tumorale entre les groupes mitomycine et mitomycine plus vésicule de 35%. Pour corréler ces résultats, on a pu faire une régression linéaire qui montrait qu'on avait une bonne corrélation entre la fluorescence et le PCI. Et donc là, vous avez en illustration les différents groupes. Donc en bleu, le groupe contrôle, en jaune, le groupe mitomycine et en vert, le groupe mitomycine et vésicule. Donc, les conclusions de ces travaux de recherche montrent qu'il existe un potentiel effet synergique entre les vésicules extracellulaires et la chimiothérapie dans ce modèle in vitro. On voit que dans le modèle in vivo, on a deux méthodes différentes d'évaluation qui permettent d'affirmer cet effet cytotoxique synergique. Et on voit que les vésicules extracellulaires conservent leurs caractéristiques physiques dans les suites de la PIPAC. Et l'expérimentation in vitro étant positive, on peut supposer que les caractéristiques biologiques des vésicules extracellulaires sont aussi conservées. Dans ce contexte, on peut supposer que les vésicules extracellulaires pourraient permettre d'améliorer la thérapeutique de la PIPAC en servant de vecteurs de chimiothérapie et vecteurs de pénétration tissulaire de la chimiothérapie. Ces travaux offrent des perspectives pour l'avenir, notamment pour des futurs projets de recherche.
Voilà. Donc, il y a notamment toute la partie d'étude du fonctionnement. Initialement, le paradigme, c'était plutôt une modification du, du système immunitaire péritumoral, mais avec les résultats in vitro, on est amené à repenser cette théorie. Les modèles qui ont été inventés vont permettre de standardiser le screening de chimiothérapie en aérosol pour la PIPAC et on va pouvoir tester d'autres lignées cellulaires. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre communication. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Oui, félicitations. Bon, Merci. il s'avère que je suis depuis un certain temps les travaux de Marc. Alors justement, c'est fascinant. Les étapes suivantes, quelles sont-elles? Et est-ce qu'il y a d'autres applications en dehors de la chirurgie digestive potentielle? Et je pense à la plèvre. Alors, déjà, j'ai dû passer vite parce que mais les vésicules extracellulaires, en fait, en termes de médecine de régénération, ont un potentiel qui est très, très important, quasiment pour tous les organes, pour tout ce qui est hépato, cardio, neuro, ça s'est étudié. Donc, pour tout ce qui est les patients qui vont avoir des infarctus, ceux qui vont faire des AVC, et chez les patients qui souffrent de maladies qui vont causer des défaillances hépatocellulaires sur des maladies auto-immunes. Donc tout ça, c'est déjà assez étudié. Mais là, par contre, on a un peu changé le mode d'action. On va plutôt utiliser le côté cytotoxique. Donc, pour le moment, pour la suite, l'idée, c'est de poursuivre la recherche sur probablement une thèse de science pour venir tester d'autres lignées cellulaires, d'autres drogues, en fait, pour faire en sorte que le modèle qui a été décrit là pendant le Master 2 soit standardisé et devienne référence, en fait, pour faire vraiment un screening des chimiothérapies, donc sur telle lignée, dans telles conditions, sachant qu'en fait, avec la pulvérisation, on a des caractéristiques physiques qui permettent en fait, de modifier les résultats qu'on a voilà, en fonction de ce qu'on si on pulvérise. Sur le standard de... Bien, vous avez été convaincant. Si. Merci à vous.